Nous allons encore changer de matériaux maintenant en laissant passer les petits papiers avec Nathalie Sylvie et Eve Meney. Alors Nathalie Sylvie, elles sont toutes deux restauratrices de papier ou d'art graphique. Nathalie Sylvie est passée par la Norvège dans son parcours, c'est très original. Et Eve, je crois, est passée par Rome, encore un bel exemple de ces rencontres culturelles qu'on peut faire dans les ateliers de restauration. Elles vont nous parler donc de restauration d'œuvres graphiques, de dessins de la collection du musée d'Orsay. En espérant que nous arriverons à manipuler cette petite chose. Nous remercions tout d'abord le musée d'Orsay et le CDRMF pour nous avoir invités à faire cette présentation. Et nous tenons aussi à remercier les conservateurs qui nous ont fait confiance et nous font toujours confiance jusqu'à présent. Je voudrais nommer donc mesdames Marie-Pierre Salé, Leïla Jarbouet, Isabelle Julia, Monsieur Yves Badetz, ainsi que Nathalie Coural du CDRMF. Nous sommes une équipe de 5 restaurateurs qui intervenons depuis 2006 sur la collection de dessins dans le cadre d'un marché public, mais la plupart d'entre nous intervenaient déjà avant sur la collection. Je pense même que quasiment tous les 5, nous étions déjà restaurateurs sur ces dessins. Vous voyez en haut à gauche Michel Caïto, au centre Nadège Doga, en haut à droite, Eve Meney à mes côtés. En bas à droite, Olivia Michel Dansac et moi-même sur la gauche. Nous sommes tous diplômés d'État, venant aussi bien de l'INP, ancienne IFROI, ou du master à Paris 1. Nous intervenons sur les dessins de la collection du musée d'Orsay, mais aussi sur les collections du musée Hébert, puisque celles-ci sont désormais rattachées au musée d'Orsay. Après une courte, parce que le papier c'est comme ça, présentation des différents papiers et techniques constituant la collection d'art graphique du musée d'Orsay. Nous vous parlerons des principales dégradations, et là aussi on fera un résumé des dégradations typiques que nous rencontrons. Puis nous évoquerons les montages, parce que c'est une grosse partie du travail sur lequel que nous exécutons. Et nous finirons par quelques exemples bien précis de restauration qui montrent aussi la variété de nos interventions. Donc, nous souhaitons donc vous proposer donc un rapide regard. Alors, non, c'est pas là, voilà. Sur les matériaux constitutifs des œuvres que nous avons traitées donc, pour cette collection, sachant que le XIXe siècle voit avec le développement de l'industrialisation une diversification des matériaux mis à la disposition des artistes. Donc, commençons par les papiers. Ce siècle voit le développement des machines à fabriquer le papier, d'une part, et l'invention de différents procédés pour blanchir la pâte, ou bien la colorée, ou la fabriquer avec d'autres matériaux que les chiffons traditionnellement employés. Le papier fabriqué à la main continue, comme celui-ci, à exister en concurrence avec ces papiers industriels. Le papier calque, un exemple est ici, industriel, apparaît aussi au début du XIXe siècle et est aussi largement utilisé par les artistes. Les couleurs, les aspects de surface sont très variés. On voit que l'usage du papier se diffuse aussi dans la vie quotidienne. Carnet quadrillé, papier à lettres lignées, enveloppes fabriquées industriellement. Cette variété se traduit aussi par les formats. Nous avons pu rencontrer des cartes de visite, des carnets, bien entendu, enveloppes, de petits dessins dans des albums, que nous allons voir plus loin, mais aussi apparaissent les papiers fabriqués en rouleau, comme ici ce grand dessin. Les médias à la disposition des artistes sont aussi très nombreux. Bien sûr, les techniques classiques continuent à être employées, comme ici le graphite, les lavis d'encre de Chine. Certaines techniques sont même remises au goût du jour, comme ici la pointe de métal, une technique qui était très employée à la Renaissance. Mais nous voyons aussi, bien sûr, des techniques très colorées comme le pastel. L'encre métallogallique continue à être employée avec tous les problèmes de conservation d'ailleurs qu'elle nous pose aujourd'hui, et également les aquarelles et les gouaches. De nouveaux matériaux, cependant, apparaissent, tels que le crayon compté, les crayons cire ou pastel gras et les crayons de couleur. Certains artistes, comme Degas, apprécient particulièrement des techniques assez rares, comme l'huile sur papier, ici, qui a été vernie de plus, petit hommage à nos collègues de peinture, et également une technique aussi assez exceptionnelle, le monotype à la croisée entre le monde de l'estampe et le monde du dessin. Les
Les altérations les plus courantes que nous rencontrons sont des altérations mécaniques, donc des déchirures, des froissures, des plis, des lacunes, mais aussi très souvent donc, des résidus d'anciens montages que nous retrouvons au verso. Donc là, vous avez une ancienne fixation, et là, vous avez des fibres brunes qui proviennent sans doute d'un ancien carton de montage. L'œuvre a été plus ou moins démontée, mais il reste les fibres. Nous avons comme autre type d'altération des taches. Alors là, les taches, elles peuvent être diverses et variées. Ça peut aller de la tache d'oxydation, certains connaissent peut-être le terme de foxing, aux taches d'atelier, puisque ces dessins étaient souvent des dessins préparatoires et pouvaient traîner dans les ateliers. Donc on va trouver des taches de vernis, des taches de cire, des taches d'encre, des taches des fois qu'on ne peut même pas identifier. Donc là, par exemple, visiblement, c'est une tache de grasse. Est-ce que c'est un fixatif? Est-ce que c'est du vernis? Et nous avons aussi d'autres types d'altérations qui vont être plus caractéristiques de ces nouveaux papiers. Ici, en haut à droite, vous avez un papier un peu grossier, très fragile, donc qui va facilement se déchirer, qui devient cassant, qui va facilement se plier. Ici, caractéristique des calques qui sont très cassants, qui s'oxydent, qui, au niveau des pliures, se déchirent. Ici, une dégradation plus importante où on a carrément une très grande lacune. On a également des altérations qui vont affecter les encres. Donc, Ève vous a parlé des encres métallogalliques. Là, l'altération de l'encre est telle qu'il n'y a plus de papier. Donc, on a un trou. Ici, une altération, alors là, c'est un calque. Et vous voyez qu'en fait, il y a un point de colle puisque le calque est collé sur un support secondaire. Et au niveau du point de colle, vous avez des plissures, et ça, on le rencontre très, très souvent, puisqu'on a des tensions qui se créent entre les différents papiers. Et là, vous avez un dessin d'Hébert, justement, je vous parlais de la collection Hébert, et c'est un papier fait à partir de pâte de bois, qui a été exposé à la lumière. Alors, on voit d'ailleurs que la fenêtre du passe-partout exposait le visage, et le papier s'est oxydé, a bruni, justement dû à l'oxydation du papier. Et ça, on rencontre beaucoup de ces dessins dans la collection d'Hébert qui se sont soit décolorés, des papiers bleus par exemple qui se sont décolorés, soit qui se sont oxydés. Les anciens montages, puisque nous travaillons beaucoup avec des œuvres qui ont été précédemment montées, donc là vous avez des anciens, ce qu'on appelle des dépassants, j'y reviendrai après, vont créer également des altérations de par des différences entre les papiers. On a en fait des papiers qui se dilatent de façon différente et qui vont créer des gondolements des dessins, des plis le long des bords, voire ici, vous devinez sur quelques millimètres, en fait, le papier dépassant est collé au verso sur donc, ces quelques millimètres et va marquer le dessin. De fait, alors préalablement à toute intervention de restauration, nous documentons nos travaux. Donc, nous faisons d'abord un constat. Ici, vous avez Olivia qui fait un constat sur un dessin de Courbet. Donc, nous faisons un constat détaillé. Nous prenons des photos, mais tous les restaurateurs font ça. Et nous pouvons aussi faire des tests, notamment quand les techniques sont fragiles et que nous pensons faire intervenir de l'humidité, par exemple. Et bien sûr, nous sommes en concertation permanente avec le responsable de collection durant toutes les phases d'intervention. Si nous avons des questions, nous allons voir avec lui. Après restauration, comme tous les restaurateurs, nous faisons un rapport d'intervention avec, alors là par exemple c'est un rapport assez simple, mais les rapports peuvent être beaucoup plus élaborés en fonction de la complexité des œuvres. Donc à chaque fois nous avons un champ qui va reprendre un petit peu l'identification des dessins avec les dimensions, si on trouve des tampons, des signatures, etc. Ensuite un rappel du montage antérieur. Bien sûr, une description de l'état général de conservation, les tests que nous effectuons et les traitements que nous réalisons. Peuvent venir s'ajouter des préconisations, notamment en matière d'exposition, donc d'exposition à la lumière ou si l'œuvre doit voyager. Alors en matière d'outillage, alors là c'est vraiment ce que tous les restaurateurs ont dans leur petite mallette, j'oserais dire. Donc le petit matériel de base. Et ici, vous avez un petit panel, alors il y en a pas mal d'ailleurs qu'on n'utilise pas, mais qui sont des gommes de dépoussiérage, enfin des outils de dépoussiérage, puisque l'une de nos premières interventions consiste à faire du dépoussiérage. Alors, on a
pas sur la photo une gomme que nous utilisons pourtant beaucoup, qui est de la gomme en poudre. Et en fait, la gomme en poudre, c'est tout simplement cette gomme-là, qui est une gomme vinylique que vous utilisez quand vous effacez vos crayons. Et la gomme en poudre, c'est une gomme qui est râpée et qui permet ainsi de pouvoir faire des dépoussiérages sur des techniques ou des papiers qui seraient fragilisés et qui permet un gommage très doux. Alors évidemment, il va de soi que dans certains cas, on ne fait pas du tout de gommage ou de dépoussiérage parce que soit l'état de l'œuvre ne le permet pas, soit la technique ne le permet pas. Donc on interviendra sur le verso ou éventuellement juste le long des bords. Nous utilisons des colles réversibles, principalement 2 catégories de colles. Tout d'abord, ce qu'on appelle les éthers de cellulose, avec la tylose, qui serait la version purifiée de... Et là, je m'adresse plutôt au grand public, un peu de la colle à papier peint, d'une certaine façon, que nous pouvons diluer dans de l'eau ou dans de l'alcool pour l'hydroxypropylcellulose, plus connu peut-être par certains d'entre vous sous le nom de Clucel-G. Nous utilisons les éthers principalement comme cataplasme, donc nous posons ce gel, en fait ça forme un gel que nous posons sur les zones que nous voulons réactiver pour par exemple faire des démontages. Nous pouvons également être amenés à utiliser les éthers de cellulose pour des renforts de déchirure, mais nous préférons utiliser de la colle d'amidon qui se présente, alors la colle d'amidon ça se présente sous forme de farine ou de maïzena, donc nous utilisons principalement de la colle d'amidon de blé que nous faisons cuire, que nous passons à travers un tamis et qu'ensuite nous utilisons, nous la travaillons, soit pour obtenir, alors ici vous avez une consistance assez épaisse pour par exemple de la réparation de déchirure, soit ici vous avez une consistance très liquide, presque un peu comme ce que vous avez au-dessus du yaourt, à peine plus épais, pour la réalisation, vous voyez là, d'un doublage. Et vous voyez qu'on utilise, c'est quand même très sympathique la restauration de papier, parce qu'on utilise des outils qui sont très très beaux. Et ça, c'est vraiment un plaisir pour nous. En continuant dans la même série, nous travaillons donc pour les renforts de déchirure, de zones fragilisées et pour les doublages, nous utilisons des papiers japonais de différents grammages qui sont fabriqués de façon traditionnelle au Japon. En termes de montage, nous sommes amenés donc à réfléchir sur les montages. On ne va pas vous décrire de façon très détaillée toutes les opérations de restauration, mais elles sont basiques. Du dépoussiérage, du renfort de zones fragilisées, du doublage, de la remise à plat. Dans ces collections du musée d'Orsay, on est vraiment très très peu interventionniste. Et de fait, la grande majorité de notre travail, c'est de retirer des montages, de faire des petites interventions et de refaire des montages. Donc en matière de montage, nous sommes amenés à faire ce qu'on appelle des dépassants, ou peut-être que vous connaissez aussi le terme de fausse marge, donc qui consiste à monter le dessin dans un papier qui va être évidé à 1 mm environ autour de l'œuvre. Et les 2 papiers sont rassemblés par de très très fines bandelettes de papier qui sont presque, qu'on voit à peine ici, à l'aide donc de bandelettes de papier très fines. Donc là, vous avez un exemple de dessin d'Alfred Sisley, un recto et un très beau verso. Moi, j'adore ce dessin, il est vraiment magnifique. Et l'avantage du dépassant, c'est que ça permet une manipulation de l'œuvre sans avoir à toucher le papier. Il faut bien penser que les œuvres du musée d'Orsay, comme les œuvres du musée du Louvre, des dessins du musée du Louvre, sont des œuvres qui sont très fréquemment manipulées. Donc, avec ce système de dépassant, ça évite d'avoir à toucher les œuvres. Nous sommes aussi amenés à faire d'autres types de montages. À chaque fois, on va réfléchir, en fait. Donc là, vous avez un exemple de dessin qui va être collé en périphérie par des petites bandes sur un papier préparé teinté. Pareil ici. Alors, l'inconvénient peut-être de ce genre de montage, c'est qu'on n'a pas accès au verso. On peut également avoir des montages avec des systèmes de charnières qui vont être insérés dans des fentes. Donc là, vous avez en fait une photo, vous avez le dessin. Et c'était juste pour vous montrer comment on fait des petites fentes et on vient insérer les bandes de papier japonais qui vont être ensuite collées. Et pour le démontage, il suffit de couper ou ici, normalement, ça se dégage. Pour les plus grands formats, nous sommes amenés à faire des montages sur des supports, soit sur des cartons épais, soit sur ce qu'on appelle des supports en nid d'abeille, qui sont à la fois des supports, donc c'est des supports en carton alvéolaires, qui sont à la fois rigides mais suffisamment légers, et qu'ensuite on peut venir insérer dans des cadres.
Chaque choix de montage fait l'objet d'une discussion avec le responsable de la collection en regard du statut du dessin. On ne va pas monter un dessin si c'est un petit croquis d'atelier ou si c'est un dessin plus abouti. Alors, les diapos qui suivent vont vous montrer des exemples spécifiques de restauration. Et le premier exemple que je vais vous présenter, c'est justement un exemple sur lequel on n'a absolument rien fait en matière de restauration. Mais par contre, on a dû réfléchir pour de la conservation. Alors, le musée d'Orsay conserve des grands albums d'Eugène Boudin, qui sont des albums factices, qui rassemblent, comme vous le voyez sur cette page, plusieurs centaines de dessins. Donc, ce sont des grands albums qui sont lourds, enfin, qui sont vraiment grands, qui sont lourds à manipuler. Et vous pouvez avoir 10, 20 dessins qui sont fixés par des onglets sur le bord, sur ce bord-là, donc sur les pages. En général, ce sont des albums qui regroupent des thèmes. Le problème de ces albums, c'est qu'à chaque fois qu'on tourne une page, qu'est-ce qui se passe? Les dessins se retournent. Et si on ne fait pas attention, on risque de créer des pliures, de faire des altérations. Au passage, vous voyez qu'on a pas mal de versos, justement, et là, vous voyez les anciens points de fixation. Alors, on a dû réfléchir à un système simple à mettre en œuvre pour faciliter la manipulation tout en permettant un accès au revers du dessin. Alors, après discussion avec le conservateur, qui à l'époque était Marie-Pierre Salé, on a opté pour des systèmes de petites bandes, je pense que vous les devinez ici, qui sont placées aux angles droits de chaque dessin. On a teinté certaines de ces bandes pour qu'elles soient plus discrètes. Et pour les dessins recto-verso, comme celui-là par exemple, on a indiqué dessous la mention recto-verso, ce qui évite d'avoir une manipulation intempestive des autres dessins. Si par exemple vous souhaitez voir celui-là, vous le dégagez de ces petites languettes, et puis ensuite vous remettrez les petites languettes. Donc finalement, ça permet une manipulation. Et nous avons réalisé ces petits maintiens sur 2 albums, sachant qu'il y en a encore d'autres, ce qui représente environ 600 dessins. Et vous voyez que la manipulation est tout de même facilitée. Par contre, ça serait quand même désormais intéressant d'avoir un retour de la part des personnes qui manipulent ces pages quant à l'efficacité du système, qui, je pense, reste cependant à améliorer. Nous allons continuer avec quelques exemples de traitement de feuilles individuelles qui nous ont semblé représentatifs de certaines de nos interventions. Donc nous commençons par ce portrait de petite fille d'Alphonse Legros qui était collé en plein sur un support brun de mauvaise qualité. Il était décidé, en accord avec le conservateur responsable, de le retirer. Les marges ont été découpées, donc ici, pour pouvoir les conserver dans le dossier d'œuvre à titre de documentation. Et en fait, quand nous avons donc entamé le décollage de ce verso avec un gel de méthylcellulose, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, nous avons eu la surprise de découvrir en fait un dessin qui était donc inscrit préalablement sur... l'artiste a utilisé une feuille déjà dessinée, et donc l'intervention a permis de le découvrir. Elle permet aussi également d'avoir accès à un superbe filigrane qui est maintenant visible par transparence. Ce dessin on a fini le dégagement, et donc ce dessin est maintenant accessible sur ces 2 faces. Vous le voyez à la fin de l'intervention, donc incrusté dans son dépassant, et donc avec l'accès qui est donc permis aux chercheurs ou à toute personne qui s'intéresse à ce dessin, y compris avec des indications en voix faites pour l'encadrement. Nous allons continuer avec une étude d'arbres par Rodolphe Brédin, qui a été traité dans le cadre de la préparation de l'exposition Archives du rêve. Donc vous l'avez peut-être vu si vous avez eu la chance de voir cette exposition. Il s'agit d'un dessin à l'encre de Chine sur un papier très fin et translucide qui était fixé sur une grande feuille blanche ici que vous voyez, qui fait un petit peu comme une page d'album. Mais nous voyons sur le verso des taches brunes assez inquiétantes, également des déformations de cette feuille de support qui sont assez inesthétiques, et elle était également très faible et la manipulation n'était pas aisée. Le plus inquiétant, c'était une vision de près, un examen de près, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y avait des lacunes, mais surtout le dessin était fixé uniquement par des points sur les angles et sur certains bords, et à certains endroits, notamment ici, c'est peut-être là où c'est le plus visible, il y avait des déchirures avec des déformations du papier et déjà malheureusement des pertes, c'est-à-dire que le papier s'était cassé
était tombé. Donc il était urgent d'intervenir pour éviter que ces dégradations continuent. Pour cela, il a été indispensable de démonter ce dessin. Et en fait, en faisant cette opération, on a découvert le montage, donc sans doute original, de l'œuvre, donc une œuvre qui était collée elle-même par des points sur un papier qui s'est avéré être un papier de récupération. Peut-être que l'artiste avait lui-même utilisé. Vous voyez que le verso était crayonné en vert et en noir. Et par contre, là, c'était la partie qui était en contact avec l'œuvre, avec des traces de la colle brune qui servait à le fixer, y compris au niveau de certaines déchirures, et avec des essais maladroits d'intégration pour faire disparaître les lacunes. Ce papier a été conservé, vous voyez, il a été nettoyé, et il est maintenant conservé avec l'œuvre. Et ici, vous voyez, donc après le traitement, la feuille a dû être doublée en totalité avec un papier japonais très fin pour lui garder sa transparence. Et nous avons reconstitué le montage original, qui est donc, le dessin a très peu changé d'aspect, mais sa conservation est améliorée. Nous continuons avec ce dessin de Mucha, qui est exécuté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une seule grande feuille de papier machine, et était collé par points, quand nous l'avons reçu, sur une feuille de contreplaqué, ce qui n'est pas actuellement ce qu'on peut considérer comme l'idéal, au point de vue de la conservation. Il souffrait de nombreuses très grandes déchirures, mal remises en place, de grosses taches sur les côtés et de lacunes. En le démontant, nous avons aperçu que le verso était entoilé. Nous avons commencé par retirer cette toile pour découvrir une colle grise très épaisse avec des restes de papier brun qui servaient à consolider une ancienne consolidation de déchirure. Tout a été nettoyé pour redonner au papier un petit peu de sa vie originale et surtout pour reconsolider proprement les déchirures avec l'aide de bandes de papier japonais et de colle d'amidon. Mais les déchirures étaient très importantes et il a été indispensable de doubler d'une façon générale ce dessin. Avec ce papier japonais, là nous voyons une vue en cours de traitement pour lui donner un support général et pouvoir le remettre correctement à plat. Ce qui est fait ici, nous voyons le verso après doublage. Et ici, le dessin en cours de séchage, lors du séchage, quand nous l'avons mis en tension sur une planche de bois, pour qu'il donc le remettre à plat. Et nous avons appliqué ici d'autres bandes de papier japonais pour pouvoir donner des marges et pour pouvoir ensuite le remonter. La surface a fait l'objet d'un très gros travail de nettoyage sur les bords et surtout les déchirures ont été remises en place correctement pour retrouver la continuité du trait. Les lacunes ont été comblées avec du papier japonais, le même mais légèrement teinté, pour pouvoir s'accorder avec le ton du papier d'œuvre. Là, nous continuons avec une scène de plage, avec le froid qui fait, ça nous fait rêver, et donc de boudin, qui est un dessin qui était extrêmement frais, mais qui avait un gros problème, qui était ses déformations. Alors évidemment, pour une technique fragile en surface, le fait d'obtenir un objet en 3 dimensions, ce n'est pas l'idéal. Donc nous voyons le verso, ces déformations sont provoquées par une charnière qui était collée sur la partie supérieure, horizontale, et qui créait des contraintes. Nous avons fait une opération, le problème c'est que le papier était extrêmement poreux. Et nous avions enlevé des couches de papier et des couches de colle. En intervenant localement, le risque c'était de créer des auréoles. Et puis en plus, il y avait la surface qui était fragile. Donc nous avons décidé d'humidifier légèrement cette œuvre d'une façon générale et de la poser sur des buvards humides successifs. 3 opérations ont été nécessaires, de façon à humidifier très doucement et très progressivement tout ce qui était au verso et à drainer les produits de dégradation. Voici l'œuvre à la fin de ce traitement, une fois qu'elle a séché à l'air libre. Nous voyons que le papier aussi, les déformations se sont résorbées et que le papier a retrouvé une forme qui est plus sa forme d'origine. Donc après, le travail ensuite a consisté à faire de très minimes consolidations, vous voyez, et je vous fais remarquer qu'on a conservé l'aspect irrégulier du bord superficiel qui est d'origine. L'artiste a déchiré une feuille de papier pour dessiner. Nous voyons le dernier cas, donc voilà, qui est un dessin de Degas, ses études de bottine, qui a la particularité d'être exécuté sur un papier très fin, au recto et au verso. Ici, nous avons un dessin au recto, et ici, le dessin est exécuté au verso. Ce type de montage permettait difficilement d'apprécier le verso, et surtout, vous voyez, présenter de gros problèmes de déformation et des lacunes. Il a été décidé donc de le démonter. Vous voyez là le dessin en cours. Vous voyez le verso qui est enfin accessible.
Donc tout a été nettoyé, les lacunes ont été comblées avec un papier japonais gampi, en fibre de gampi, très fin. Et une fois après la remise à plat, il a été incrusté dans un dépassant. Vous voyez ici la technique dont on vous a parlé. Donc vous voyez les 2 étapes de constitution de ce dépassant. Voici le dessin monté dans son dépassant, mais il y a une dernière phase, c'est qu'il restait extrêmement fragile. Il s'agit pratiquement d'un papier à cigarette. Donc nous avons décidé de le poser sur un support en polyester de conservation qui est posé sur l'arrière et qui est fixé sur les bords du dépassant. Donc le verso reste accessible, mais le dessin bénéficie d'un support général. La plus grande partie de notre travail est constituée d'interventions cependant extrêmement légères, qui sont beaucoup plus simples que celles que nous avons montrées là dans les dernières photos, comme des constats, comme pour ce courbet, ou de simples interventions sur les systèmes de présentation, comme ceux de gars, ou ce boudin dont on a simplement changé le dépassant. Notre travail nous amène à intervenir aussi bien sur des feuilles prestigieuses, comme celles de ces artistes que nous avons choisis comme parrains de notre présentation, mais aussi, comme vous l'avez vu, sur de simples croquis. Artistes connus ou moins connus, tous ces petits papiers nous parlent. Nous nous adaptons à chacun pour répondre à la demande des responsables de la collection et proposer des solutions adaptées qui permettent à tous de les apprécier et de les transmettre. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Merci beaucoup.